Bonjour, bienvenue pour ce séminaire. Alors ce séminaire qui va être pris en charge par Laurent Vanache. Laurent Vanache, directeur de maison de repos publique dans la région de Moucron, kinésithérapeute de formation, licence en management, licence en gestion financière et aussi, et c'est pour ça qu'il est bien placé pour le thème abordé aujourd'hui, sapeur-pompier et formateur dans le cadre de la formation des sapeurs-pompiers justement. Aujourd'hui, Laurent propose d'aborder un arrêté royal qui, je pense, pour tout un certain nombre d'entre nous, est passé un peu inaperçu, l'arrêté royal du 28 mars 2014. Passé un peu inaperçu alors qu'il génère pour l'ensemble des directeurs d'institutions un certain nombre de contraintes. Contraintes administratives, mais contraintes aussi, il l'expliquera bien mieux que moi, mais d'une réflexion concernant l'analyse des risques en matière de sécurité incendie. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Bien évidemment, un temps est réservé pour les questions-réponses. Je pense que Laurent, étant un homme vraiment du terrain, va pouvoir transposer cet arrêté en démarche concrète, et je pense qu'il a même une petite vidéo à un moment donné pour présenter tout cela. Voilà, je vous laisse entre de bonnes mains. Merci José. Bonjour à tous, et puis ça commence déjà bien. Voilà, la technique est là. Donc voilà, effectivement, il y a un an de ça à peu près, on était dans période préélectorale. Et dans les cabinets de ministres, certains se disent, on va peut-être essayer d'inventer un petit quelque chose avant qu'on parte de ce ministère. Et au mois de mars 2014, donc 2 mois juste avant les élections, un cabinet des ministres a sorti une nouvelle norme et un nouvel arrêté royal. Or, comme disait José tout à l'heure, cet arrêté royal est passé quand même assez inaperçu pour la plupart d'entre nous. Cet arrêté sur la sécurité incendie, sur les lieux de travail, ça veut dire que tout employeur est obligé de suivre ces nouvelles normes. Et dans un délai de combien de temps ? Regardez comme moi, c'est un arrêté royal de 28 mars 2014. Ça veut dire qu'à partir du 28 mars 2014, on doit être en règle. Alors, je vous lance pas la pierre, parce que moi en premier, je ne suis pas encore tout à fait dans les règles. Mais aujourd'hui, on va un petit peu voir ce que ça donne, ce nouvel arrêté royal. Alors, nouvel arrêté royal, on se dit, ça y est, ça va nous coûter de l'argent. Ça va être de l'administratif encore en plus. Ça va être du temps de travail pour mes employés peut-être en plus aussi. Ça, c'est quand j'ai ma casquette de directeur de maison de repos. Maintenant, si je mets mon casque de pompier, je me dis, enfin, le législateur a fait quelque chose d'intéressant. Parce que, effectivement, il y a quand même pas mal de débuts d'incendie dans nos maisons de repos. Je parle aujourd'hui pour les maisons de repos. On a quand même pas mal d'incendies, mais est-ce que le législateur a prévu quelque chose ? Oui, il y a bien eu un arrêté royal en 1994. Ça veut dire 20 ans. Vers 20 ans, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être déclenchées. Alors aujourd'hui, je vous ai fait un petit résumé des 12 pages de l'arrêté royal. J'essaye de faire ça de façon un peu ludique. Et donc, qu'est-ce qui change pour l'employeur ? Vous allez voir que dans le résumé que je vous ai fait, c'est pas grand-chose. On fait déjà pas mal de choses là-dedans. Mais maintenant, on nous demande de le faire par écrit. Alors, première chose, il nous faut un dossier sécurité, qu'on appelle le PUI, le plan d'urgence interne. Il faut donc un dossier écrit. Chaque employeur doit avoir ce dossier écrit. Et qu'est-ce qu'il reprend là-dedans ? D'abord, comme l'a dit José tout à l'heure, il nous faut une analyse de risque. Oui, vous allez étudier votre entreprise et voir qu'est-ce que vous avez comme risque dans l'entreprise. Maison de repos, qu'est-ce qu'il y a comme risque ? Par exemple, la cuisine, c'est un lieu où on peut avoir des débuts d'incendie. Le stockage des produits, c'est un endroit dangereux aussi. On peut avoir comme ça une multitude d'endroits à risque. À vous de les étudier et de les marquer dans ce dossier, dans ce plan d'urgence interne. Dans l'analyse de risque, voilà, il faut voir où il y a présence de combustible, il faut voir quelles sont la nature des activités. N'oubliez pas que c'est un arrêté royal pour toutes les entreprises. Donc ça veut dire que même l'usine Céveso ou Chimique doit aussi répondre à cet arrêté royal. Mais la maison de repos que nous sommes représentés, on doit aussi pouvoir répondre à cet arrêté royal. Et donc, la nature des activités pour une maison de repos, c'est bien simple, on fait l'hébergement des personnes âgées. L'architecture de l'entreprise, oui, la maison de repos qui se trouve avec 7 étages en plein centre de Bruxelles, ou bien la maison de repos tout plein pied en pleine campagne, les risques sont totalement différents.
ça doit être aussi noté dans ce dossier de plan d'urgence. Le nombre d'occupants, ça c'est assez simple à le marquer, et les risques spécifiques des personnes présentes, ben oui, on travaille avec des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, on aura de la difficulté à les évacuer. Ça doit être marqué dans ce dossier de plan d'urgence aussi. En fait, c'est une réflexion que vous devez faire sur votre lieu de travail, et vous devez le noter dans un dossier bien spécifique. Et enfin, la destination de tous les locaux. Sur vos plans d'évacuation que vous devez déjà avoir maintenant, eh bien vous spécifiez exactement où se trouvent ces lieux à problème, ces lieux où on pourrait avoir des débuts d'incendie. C'était le premier chapitre de ce dossier. Vous allez avoir 6 chapitres au total, donc c'est pas terminé. Le deuxième chapitre, c'est la mesure de prévention matérielle et organisationnelle, ce que vous avez mis en place dans votre maison de repos. Quelles sont les procédures que vous avez mis en place? C'est le deuxième chapitre. Alors, les mesures que vous avez mis en place pour prévenir l'incendie. Prévenir l'incendie, on va le voir tout à l'heure avec les vidéos, avec les photos qui sont très représentatives, c'est au quotidien, c'est de la prévention au quotidien que vous devez faire. La deuxième chose, c'est assurer la sécurité des personnes présentes. Qu'est-ce que je vais faire pour assurer la sécurité? Est-ce que mes résidents sont au courant que s'il y a une alerte incendie, de ce qu'ils doivent faire? Posez-vous la question. C'est le moment très important quand vous faites un conseil des résidents tous les trimestres d'en parler. Regardez si dans vos chambres, par exemple, vous avez des instructions pour nos résidents. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Donc, est-ce que vous avez déjà fait ça aussi? Comment combattre tout début d'incendie? Est-ce que j'ai un groupe de travailleurs qui pourraient répondre à cette lutte contre l'incendie? Est-ce que les gens ont été formés? Qu'est-ce que j'ai mis en route pour faciliter l'intervention des services de secours? Est-ce que j'ai mis en route, est-ce que j'ai dégagé toutes les voies d'accès pour les secours? Est-ce que j'ai mis des panneaux d'interdiction de stationner? Parce que ça, vous allez voir dans les photos de tout à l'heure, c'est pas toujours gagné ça. Ça, ce sont les mesures préventives au niveau du matériel et organisationnel. C'est notre deuxième chapitre au niveau du dossier du plan d'urgence. Le troisième dossier, obligatoire, il vous faut créer un service de lutte contre l'incendie. Ça, c'est différent par rapport à avant. Il faut le créer. N'importe quel nombre de personnel, de résidents que vous avez, vous devez créer un service de lutte contre l'incendie. Alors, ce service de lutte contre l'incendie, c'est quoi? Eh bien, c'est du personnel que vous allez former. Et avec ce personnel que vous allez former, vous allez créer des procédures spécifiques à votre maison de repos. Il ne suffit pas de dire l'alerte sonne, on évacue. Eh bien non, ça dépend de votre maison de repos. Ça dépend de votre architecture. Ça dépend de ce que vous avez sur mon tableau. Voilà. J'en étais où? Voilà. Donc, création de procédures spécifiques. Il faut aussi procurer le matériel nécessaire. Alors, on n'est pas une usine chimique. On n'a pas besoin de matériel bien spécifique, mais on nous demande d'en avoir, d'en procurer. Eh bien, c'est-à-dire que, par exemple, chez moi, eh bien, j'ai mis à disposition des gants pour les personnes qui pourraient prendre part à la lutte contre l'incendie. Il ne faut pas des gants anti-feu de pompiers, il ne faut pas un casque spécialement non plus, mais j'aurais mis aussi, près de la centrale d'alarme, un casque de sécurité, par exemple. Il ne faut pas grand-chose. Tout cela, il faut aussi l'écrire dans votre dossier d'intervention. Ensuite, il faut former ce service de lutte contre l'incendie. Alors, former le service, on va voir tout à l'heure au niveau de la formation, parce que là, il y a un chapitre bien spécifique sur les formations, mais bien sûr, il faut que ce soit formé. Il faut que ce personnel puisse savoir comment réagir et comment utiliser le matériel. Et enfin, ça, c'était ce qui était déjà obligatoire auparavant. Maintenant, il faut l'écrire sur ce dossier. Quand vous faites, et je suppose que tout le monde le fait ici, c'est l'exercice annuel d'évacuation. Tout le monde le fait, je vois, c'est magnifique. Eh bien oui, il faut faire un exercice d'évacuation annuel. C'est une obligation. Et non seulement il faut le faire, il faut le décrire par écrit, mais en plus, après, il faut faire un débriefing et noter sur ce dossier tout ce que vous devez faire. Donc ça change quand même beaucoup avec ce qu'on faisait auparavant, où là, on faisait un petit peu n'importe quoi, il faut l'avouer. C'était le troisième chapitre du dossier de sécurité. Le quatrième chapitre, eh bien, c'est établir et mise à jour des plans d'évacuation. Ça, en général, quand je fais mon tour dans les maisons de repos, c'est relativement bien fait. Mais est-ce que quand vous avez prévu de mettre une chambre supplémentaire ou changer un petit peu la désignation des locaux, est-ce que vous avez pensé à changer ces plans d'urgence? Ça, parfois,
ça manque. Et ça, c'est important. C'est très important parce que ces plans d'évacuation ne vous servent pas à vous qui connaissez votre maison de repos, mais servent en tout cas aux personnes qui viennent, les visiteurs. Ils peuvent voir par où ils peuvent évacuer, où ils peuvent aller chercher le matériel de lutte contre l'incendie. Donc ça, c'est important. Dès que vous faites des transformations au niveau de l'architecture de votre maison de repos, eh bien, c'est important de refaire une mise à jour de ces plans. Parce qu'on n'y pense pas toujours. Alors, dans ces plans, il faut indiquer tous les moyens de lutte contre l'incendie. Ça doit être indiqué sur ce plan d'évacuation. Je nomme entre autres les extincteurs, les dévidoirs, les coupures de gaz, donc les vannes automatiques, etc., les boutons poussoirs dans les couloirs. Ça, en général, soit vous le faites vous-même, mais il faut déjà un beau logiciel pour pouvoir le faire correctement. Ou alors vous faites à la main, par l'ergot, mais c'est autre chose. Il faut aussi indiquer les voies d'évacuation possibles. Donc, chaque fois que vous mettez un plan d'évacuation, enfin un plan d'urgence d'évacuation sur un mur, eh bien, il faut indiquer l'endroit où vous êtes, bien sûr, et surtout noter par où les gens puissent évacuer. C'est bien de mettre un plan, mais si vous ne marquez pas par où il faut partir, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, indiquer les locaux dangereux, là où on peut avoir des soucis au niveau incendie. Et enfin, indiquer l'emplacement de la centrale d'alarme. Alors, je dis ça, pour les visiteurs, c'est pas important. Mais il faut savoir que ces plans d'urgence, ces plans d'évacuation vont servir aussi dans un dossier qu'on va voir tout à l'heure, qui vont servir aux pompiers. Les premiers pompiers qui vont arriver sur place, s'ils peuvent avoir ce dossier avec les plans d'évacuation, pour eux c'est hyper important. Ils vont gagner un temps fou à savoir où ils doivent cibler leur secours. Donc ça c'est important, c'était le 4e chapitre de ce dossier sécurité. Le 5e chapitre, ce sont tous les rapports de contrôle. Vous êtes au courant que vous devez faire certains contrôles annuels, bisannuels, tous les 6 mois aussi, semestriels aussi. Tous ces rapports doivent se retrouver dans ce dossier. Donc c'est une grosse farne, ce dossier PUI, ça je vous le dis tout de suite. Et dans ce dossier, on va avoir les rapports du service régional d'incendie. Vous savez qu'on a l'agrément que si on a l'autorisation du service d'incendie de pouvoir exercer notre travail. Donc ça, il doit s'y retrouver, bien entendu. Et ensuite, tous les rapports de contrôle, je les ai énumérés. Ce sont les rapports de contrôle ascenseur, gaz, chauffage, haute tension, basse tension. Les lampes de secours, l'alarme incendie, extincteur, dévidoir, conditionnement d'air, extraction d'air. Ça, normalement, vous êtes au courant. Je vois qu'il y en a certains qui prennent note. Je vais très vite, je vous le dis. J'ai pas beaucoup de temps. Mais sachez que ce PowerPoint va se retrouver sur le site du salon d'aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir revoir tout ça à votre aise chez vous. Ces rapports de contrôle doivent rester dans ce dossier aussi. Alors, 6e chapitre. Ça, c'est nouveau par contre. Lorsque vous effectuez des travaux, il vous faut faire un dossier spécial. Ça y est, hop, voilà. L'employeur que vous êtes, vous devez informer l'entreprise qui vient chez vous des dangers qui existent dans votre entreprise. Alors, vous devez connaître un petit peu, par exemple, où se trouvent les canalisations de gaz. Oui, le gars qui va venir forer dans votre mur, s'il y a une canalisation de gaz juste derrière, c'est à vous à le prévenir. C'est vous qui êtes responsable de cet avertissement face à l'employeur. Vous devez le tenir en informé. Vous devez déterminer les modalités selon lesquelles ces travaux doivent être effectués. Ce n'est pas vous qui allez faire les travaux à sa place, mais vous allez devoir déterminer ces modalités avec l'entreprise. Et ce que vous allez mettre en place, il faudra l'écrire. Ce qu'on appelait auparavant le permis feu, maintenant c'est dénominé l'autorisation préalable. Cette autorisation préalable doit être signée par vous-même, l'employeur, par le conseiller en prévention si vous en avez un, et bien sûr par l'entrepreneur. Donc vous devez être capable de pouvoir dire à toute entreprise qui vient chez vous quelles sont les zones à risque dans votre entreprise. Ça, c'est lors des travaux. Ça, c'était pour le dossier plan d'urgence interne. Ce que vous devez avoir dans votre bureau. Un fameux dossier. Mais lorsque vous l'avez, franchement, vous vous sentez déjà un peu plus en sécurité en disant j'ai fait le nécessaire. C'est ce qu'on nous demandait auparavant, mais on ne devait pas l'écrire. Et après tout, on n'avait pas de contrôle non plus. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura des contrôles. Par contre, je suis certain que si un incendie se déclare chez vous et qu'on a des victimes, là, on va peut-être pouvoir vous demander où est votre dossier d'intervention. Et là, si vous ne l'avez pas fait, je pense que vous serez mal.
Ça, c'était pour le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est un dossier intervention. Totalement différent. Qu'est-ce que c'est? C'est un dossier qui va faciliter l'intervention des services de secours. C'est un dossier qui devrait se trouver à l'accueil, si vous en avez un, ou en tout cas près de la centrale d'alarme. Le premier pompier, l'officier le plus gradé qui arrive sur place, en général, qu'est-ce qu'il va faire si vous êtes présent ou au personnel de nuit? C'est demander ce dossier d'intervention. Parce que là-dedans, il va retrouver les plans, on va voir tout ce qu'il y a dedans, mais il va retrouver entre autres les plans de votre infrastructure. Il ne connaît pas votre infrastructure. Ça, il ne faut pas oublier. On arrive dans un milieu, nous, en tant que pompiers, où on ne sait pas où on se situe. On ne sait pas les dangers. On sait bien qu'il y a des résidents, qu'il y a beaucoup de résidents, mais on ne sait pas où se situent les dangers. Et donc, c'est dans ce plan d'intervention, dans ce dossier d'intervention, qu'on va pouvoir retrouver ces certaines pièces. Alors, je vous ai marqué bien sûr les plans. Ce sont entre autres les plans d'évacuation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on devait mettre à jour. Eh bien, profitez-en pour faire une copie et mettez ça dans le dossier d'intervention. Le pompier aura tout ce qu'il faut. Si vous avez bien fait vos plans d'évacuation, tout se retrouve là-dedans pour ce dossier d'intervention. Donc, sur les plans, il faut l'emplacement des installations électriques. Pour lui, c'est important de savoir où se trouvent les installations électriques. L'emplacement des vannes gaz, fuel et eau. On comprend pourquoi. Important pour les secours. L'emplacement des systèmes de ventilation. En général, c'est la cuisine ou dans tout le bâtiment quand vous avez un système d'aération ou de climatisation. Et enfin, l'emplacement de la centrale de détection incendie. Parce que lui, il va aller voir, souvent déjà pour éteindre les sirènes, parce que le personnel de nuit a peut-être un peu paniqué, il n'aura pas su éteindre, mais lui, il va arriver pour pouvoir éteindre. Et il va pouvoir détecter où se trouve vraiment l'emplacement de l'incendie. Donc ça, c'est des choses, c'est un petit dossier, ça prend une dizaine de pages avec les plans, mais qui est très utile pour les secours quand ils arrivent. Donc, il faudrait que votre personnel soit au courant de où ça se trouve. Puisque la nuit ou quand vous n'êtes pas là en vacances, mais il faut qu'il puisse quand même donner ça au premier intervenant. C'est en général l'officier le plus gradé qui arrive sur place. Donc ça, c'était notre deuxième dossier. Premier dossier, le plan d'urgence interne. Deuxième dossier, c'est notre dossier intervention qu'on va pouvoir utiliser pour les pompiers. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut créer une équipe de lutte contre l'incendie, ce qu'on appelait auparavant notre équipe de première intervention, par exemple. Je ne sais pas si dans votre maison de repos vous en avez, mais c'est quelque chose qu'il faut faire obligatoirement maintenant. Et donc, il faut passer par une formation théorique. Alors, les formations théoriques, oui, il y a moyen de les faire vous-même. Je ne sais pas comment, mais il y a moyen de les faire vous-même. C'est vrai. Il n'y a pas d'obligation de passer par des sociétés spécifiques. Maintenant, je pense que c'est parfois intéressant de se faire aider par une de ces sociétés parce que une formation incendie, c'est quand même très théorique, très technique. Et donc, n'est pas à la portée de tous. On n'est pas tous formés pour faire ce genre de choses. La formation théorique, eh bien, ça sert à quoi? Ça sert à acquérir certains réflexes. Ça sert à acquérir un comportement préventionniste au quotidien. On y reviendra tout à l'heure avec les vidéos, ça va être beaucoup plus explicite. Mais qu'est-ce que c'est que cette prévention au quotidien? Eh bien, c'est pouvoir, bête exemple, que votre infirmière, au lieu de mettre son chariot juste en face d'une porte coupe-feu automatique, la mettre un mètre plus loin. C'est la prévention au quotidien. C'est hyper important. C'est de la prévention active. Tout ce qu'on a vu auparavant, pour moi, c'est la prévention passive. Des choses qu'on a mis en place, qui sont prêtes à être utilisées au cas où. Et comme on dit toujours, ça n'arrive pas chez moi, c'est chez le voisin que ça va arriver. Eh bien non. Eh bien non. Alors, ce comportement de préventionniste, il faut former son personnel à ça. Ensuite, c'est acquérir des réactions adéquates en cas d'incendie avéré. Tant que c'est une alerte, c'est pas trop grave. À partir du moment où on commence à voir de la fumée et des flammes, là, on réagit différemment. Et là, le personnel, s'il n'est pas formé, il va commencer à paniquer. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Et c'est grâce aux formations qu'on peut arriver à anéantir cette réaction. Ça sert aussi à acquérir la compréhension des signaux d'alerte et d'alarme. Posez un peu la question à votre aide-soignante, votre femme de ménage dans le couloir en disant tiens, cette sonnerie là que je fais fonctionner maintenant, ça dit quoi pour vous? Un incendie? Une alerte? Une alarme? En général, ils ne savent pas. Vous vous rendez compte la perte de temps que ça va mettre pour que le personnel puisse avertir les pompiers. Cette sonnette, ils l'entendent souvent, ça sonne tout le temps cette alarme. Oui, mais peut-être que la 50e fois, c'est la bonne, ou la mauvaise.
mais c'est à ce moment-là qu'il faudra réagir. Et donc ça, c'est hyper important pour que ce personnel soit au quotidien en prévention et qu'il ait la compréhension de ces signaux d'alerte et d'alarme. Et enfin, cette formation théorique va nous aider aussi, va aider votre personnel à avoir une maîtrise des procédures. Souvenez-vous tout à l'heure, dans votre dossier plan d'urgence, vous avez dû créer des procédures propres à votre institution, très bien. Mais si vous ne formez pas votre personnel à ces procédures, eh bien, ils ne sauront jamais les mettre en route le jour où il faudra les mettre en route. Donc, hyper important ça. Ça, c'est au niveau des formations théoriques. Formation pratique, eh bien là, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est acquérir, en fait, tous les réflexes, les capacités à donner l'alerte et l'alarme. Je vous ai dit tout à l'heure, on a une alerte ou on a une alarme? Le personnel n'est pas au courant. Si c'est une alarme, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est une alerte, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne le savent pas. C'est à vous à former ça. Eh bien, il faut le faire en pratique aussi, grâce à nos exercices d'évacuation. Les formations pratiques, ça donne aussi la capacité d'appliquer les procédures établies. On a dit tout à l'heure, on a fait des belles procédures, il faut les mettre en route. Eh bien, ça, on va les faire en niveau pratique aussi. L'utilisation des différents outils, oui, c'est bien de savoir utiliser un extincteur, parce que la première fois qu'on utilise un extincteur, ça fait peur. Déjà, le décrocher du mur, ça fait peur, c'est lourd. 6-7 kilos, c'est déjà lourd. Il faut qu'il soit bien placé. Après, l'utilisation, ça fait peur. Quand vous avez formé votre personnel à la pratique de ce genre d'appareil, une fois qu'ils l'ont fait, ils ont dit tout le monde fait, c'est pas compliqué. Non, mais il faut l'avoir fait au moins une fois. Et donc, c'est ça la nécessité de formation pratique à tous ces outils de lutte. Donc, on a les extincteurs à poudre qu'il faut bien sûr utiliser, les dévidoirs et couverture anti-feu qu'il faut savoir pouvoir utiliser aussi. Ça, on voit ça en pratique. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire vous-même aussi. Et je vous vois mal, après, quand vous avez vidé votre extincteur, en racheter un nouveau. Le remplir vous-même, vous n'allez pas savoir le faire. Et là, c'est pour ça que parfois, il est nécessaire de faire appel à certaines sociétés de formation. Mais il faut choisir encore la bonne. Enfin, après formation théorique et pratique, on a les exercices d'évacuation, je vous ai dit tout à l'heure, annuels, c'est-à-dire une fois par an. Ces exercices d'évacuation, ça sert à acquérir les capacités à réagir en situation proche de la réalité. Chez moi, dans ma maison de repos, ils le savent, au moins une fois par mois, je déclenche. Au début, ils me prenaient pour un fada. Maintenant encore, mais il m'a fallu 5 ou 6 fois avant que les gens réagissaient convenablement. La première fois, c'était la panique complète. Ils venaient juste d'avoir la formation pratique et théorique, et c'était la panique complète, parce qu'ils voulaient bien faire. Et au lieu d'avoir une vitesse d'exécution, ils arrivaient à avoir une précipitation et faire n'importe quoi. Et donc, maintenant, ils le savent. Ça m'est déjà arrivé de le faire déclencher 2 fois sur la journée. Ouais. Jamais la nuit. Pourtant, ce serait utile. Mais bon, les résidents ne seraient peut-être pas d'accord. Mais ça, c'est quelque chose que je fais donc en réel. Je fais déclencher l'alarme et je regarde le temps qu'ils mettent pour réagir. Enfin, cet exercice d'évacuation, ça sert aussi à acquérir les maîtrises et procédures enseignées, encore une fois, oui, puisque à force de le répéter, on enfonce le clou et c'est ce qui se passe en réalité. Alors, pourquoi tout cela? C'est bien, le législateur, je vous ai dit, on était au mois de mars 2014, juste avant les élections. Pourquoi a-t-il inventé tout ça? Eh bien, parce que on a quelques chiffres, des moyennes chiffrées. En Belgique, chaque année, on a en moyenne 13 000 incendies. C'est énorme. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour preuve, chez moi, dans mon institution, en un an, 2 incendies. Alors, bien sûr, mes chefs me disent il a fallu qu'on engage un pompier pour avoir des incendies chez nous. C'est vrai. Mais ça arrive n'importe quand. C'est imprévisible. Ça peut arriver chez vous aussi. 13 000 incendies par an en Belgique. Et on a 120 victimes par an à cause des incendies. 120 personnes qui laissent leur vie dans les incendies. Petit dernier chiffre aussi. Les services de secours d'appel reçoivent à peu près 450 appels qui viennent des maisons de repos en Belgique. 450 appels, pas tous, heureusement, pour un incendie avéré. C'est souvent pour une alarme qui déconne, peut-être. Mais 450 appels, ça fait un appel et demi par jour. C'est énorme. Rien que pour les maisons de repos.
Sur ces 450 appels, j'ai été voir un peu les statistiques. 18% sont des cas avérés. Donc, ça veut dire, faites le calcul, on est à peu près à 80 appels pour incendie avéré. Alors, incendie avéré, ce n'est pas le bâtiment qui flambe complètement. Heureusement, sur place, et grâce au dossier qu'on a vu tout à l'heure et tout ce qui a été mis en place, comme les porte-coups-feu, etc., tout fonctionne très bien. Chez moi, mes 2 incendies, ça s'est localisé simplement à un seul local. On n'a pas eu de victimes, heureusement. Mais on a à peu près 80 appels qui sont des cas avérés. Sur un an, c'est énorme en Belgique. Alors voilà pourquoi il fallait qu'on réagisse. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous faire comprendre ce qu'est un incendie, comment ça se développe, à quelle vitesse ça se développe, et le pourquoi des choses qu'on va voir tout à l'heure. La première vidéo, c'est la naissance et le développement d'un incendie. On est dans une chambre d'un résident, sa fenêtre est fermée, sa porte est fermée, et on déclenche un incendie. Vous allez voir dans la vidéo, c'est un sapin de Noël. Un sapin de Noël, si vous le prenez au mois de janvier et qui a passé les 2 mois au chaud pendant les fêtes de Noël, il est bien sec, ça part très vite, je suis d'accord. Vous voyez tous bien, j'espère. Le sapin de Noël se trouve là-bas au fond avec les boules et les guirlandes. Vous allez voir qu'on va mettre l'incendie au pied du sapin de Noël. Et je vous laisse regarder toute la vidéo. On en reparle juste après. Vous pouvez déclencher si ça marche, voilà. Voilà. Imaginons un petit résident qui se trouve dans le fauteuil. Après 15 secondes, il est déjà pris par les flammes. Sur votre droite, vous avez vu un abat-jour qui va prendre et le meuble qui prend feu tout seul. Et regardez aussi l'épaisseur, le tapis de fumée, le nuage de fumée qui descend. « 48 secondes. Ça ne laisse pas le temps à nous de téléphoner aux pompiers. C'est très rapide. Alors, je sais bien, dans les chambres, on a des matelas inifugés, des rideaux inifugés, ok, mais le résident, son pyjama, sa robe de nuit, elle n'est pas inifugée. Tout ce que les familles rapportent, les nappes, etc., c'est pas inifugé, tous ces trucs-là. Et donc, si on a un développement, si on a une naissance d'incendie, le développement peut être aussi rapide que ça. Je ne sais pas si vous avez vu, le meuble a pris feu tout seul. Les flammes se trouvaient encore sur votre gauche, le meuble a pris feu tout seul. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à une température à peu près de 600 degrés. Dans ce genre d'incendie, les températures montent très rapidement. Et chaque objet a un point de feu, comme on appelle, une température à laquelle il va prendre feu tout seul. Là, le bois, on ne sait pas ce que c'est. Bon, apparemment, ça doit pas être du chêne, mais si c'est de l'aggloméré ou des choses comme ça, eh bien, des températures avoisinant les 600 degrés, le meuble a pris feu tout seul. Le résident qui serait grabataire, je ne vous donne pas la réponse, mais on ne le verra plus le lendemain. Certainement pas. On est dans une chambre où tout est fermé. Rappelez-vous tout à l'heure. L'incendie, à un moment donné, s'est éteint. Pourquoi? Parce qu'il manque l'oxygène. Un incendie, c'est quoi? C'est une réaction chimique entre 3 éléments. Il nous faut un combustible, quelque chose qui brûle. Il nous faut le comburant, c'est l'oxygène. Et il nous faut la source d'énergie, l'étincelle. Ici, c'était les flammes qu'on a mis à la base du feu au départ. Mais à un moment donné, dans cet incendie-là, tout est fermé, on n'a plus d'apport d'oxygène. Et donc, l'incendie s'endort. Et j'insiste sur le mot s'endormir, parce qu'il ne s'éteint pas. Il attend qu'une chose. Quand on voit la dernière vidéo à 48 secondes, là, tout est noir. Vous avez vu l'épaisse fumée qui descend, très toxique cette fumée, très explosive. Elle est sous pression, vous allez voir tout à l'heure que ça fait exploser, c'est quand même pas mal aussi. Cette fumée n'attend qu'une chose, c'est qu'on apporte de l'oxygène. Le 3e élément pour que l'incendie reprenne.
C'est ce que nous, chez les pompiers, on appelle le backdraft. Si par malheur vous ouvrez la porte à ce moment-là, badaboum, ça vous explose au nez. C'est ce qu'on va voir juste après. D'où l'importance que votre personnel soit au courant que les portes, si elles sont fermées, eh bien on les laisse fermées. En Flandre, dans les maisons de repos, on nous demande déjà d'avoir des portes automatiques qui se ferment en cas d'alerte incendie. Ici, en Wallonie, pas encore. Je reprends ma casquette de directeur. Ouf, heureusement, ça coûte une fortune, c'est vrai. Le résident a le loisir de pouvoir ouvrir et fermer sa porte comme il veut. Si je prends mon casque de pompier, je me dis, mais le malheur, c'est que si un incendie se déclenche dans une chambre, la porte est ouverte et laisse libre cours à l'incendie de pouvoir se développer dans tout le couloir. Ok. Ça, c'était pour vous expliquer ce que c'était un incendie. Hop. Donc, on reprend notre chambre. Ici, c'est le bureau du directeur. Il a acheté son mégot de cigarette dans sa poubelle. Pas très intelligent. Ça a pris feu. La naissance de l'incendie, eh bien, c'est simple. C'est l'inflammation du premier objet, la poubelle, qui va ensuite communiquer à tous les éléments autour de l'incendie. Et donc, ça se développe. Mais regardez bien, la porte, elle est fermée. Ça va rester dans cette chambre. Si notre résident se trouve à l'intérieur, eh bien, malheureusement, on devra le laisser. C'est assez cynique ce que je raconte, mais imaginez, on va voir les vidéos juste après, si vous ouvrez la porte, vous mettez en danger le reste de la résidence. Alors la question que j'ai souvent quand je fais les formations auprès de mon personnel, c'est de dire « Ouais, mais si notre petit Jules, là, il crie là derrière, on entend qu'il crie derrière la porte. » Eh bien, s'il crie derrière la porte, c'est qu'on se trouve encore dans une situation viable. C'est peut-être le début de l'incendie. Et bien là, on pourra peut-être se risquer, avec certaines manœuvres qu'on va voir ça en théorie, la façon d'ouvrir la porte pour pouvoir aller voir si notre résident est encore susceptible d'être sauvé. S'il ne crie plus, c'est plus la peine. Alors même quelqu'un de grabataire, qui ne parle jamais, face à l'incendie et face à ces températures, il va murmurer, il va quand même crier. À part le sourd et le malentendant, mais sinon, on doit entendre des cris. Et donc, si on n'entend pas de cris et qu'on sait que l'incendie se trouve derrière, eh bien, ça ne sert à rien d'ouvrir cette porte. Et ça, c'est important au quotidien. Et ça, c'est votre travail d'employeur, de voir ça au quotidien, que ces portes soient toujours fermées quand il le faut. Alors, le backdraft, je vous ai expliqué. On est dans une situation, vous avez vu tout à l'heure, la chambre remplie de fumée. Et moi, je veux être un héros. Je vais ouvrir la porte. Je veux avoir mon nom dans les journaux. Eh bien, j'aurai mon nom dans les journaux, mais pas dans la bonne rubrique, celle des nécrologies. Pourquoi? Attendez, avant de mettre en route, attendez. Je vous explique ici, c'est une vidéo qui est assez rapide. On se trouve dans un... Attendez. Pas bien. On se trouve dans un container de camion. Vous voyez ce que c'est un container de camion? C'est du métal, il y a du métal. On a installé une porte entre deux et on a mis le feu derrière. Vous allez voir, à un moment donné, les pompiers qui se trouvent là vont ouvrir la porte. On se retrouve dans notre première situation où la chambre est complètement enfumée, où le feu s'est endormi et qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir l'oxygène. On va ouvrir la porte et imaginez que nous, pompiers, là, on se trouve dans le couloir de la résidence. Vous pouvez y aller pour la vidéo. Voilà, il ouvre la porte, il n'y a quasi plus de feu, et boum, tout d'un coup, ça nous explose en pleine figure. On le ferait une deuxième fois et regardez, la belle flamme. À ce moment-là, les flammes arrivent à 1200 degrés. Le backdraft, on n'y résiste pas, même nous pompiers. C'est pour ça qu'on a eu déjà certaines victimes, notamment à Bruxelles il y a 3 ans, où 2 pompiers ont perdu la vie parce qu'ils se sont retrouvés en plein milieu d'un backdraft. Là, les portes sont ouvertes, ça va, ça part à l'extérieur. Si vous êtes dans un couloir, vous recevez 1200 degrés sur la tête, c'est terminé. Alors imaginez votre personnel en tablier, c'est terminé aussi. Donc, bien avoir ce réflexe, si vous avez une chambre en feu, c'est avéré, on le sait, il n'y a plus personne qui crie derrière, on ne risque pas sa vie. Mais on appelle les pompiers. Ils sont déjà là. Merci. Ça, c'était pour le backdraft. Je vais vous montrer une autre vidéo sur ce backdraft. Tout à l'heure, je vous ai dit, on était en présence donc d'un milieu fermé, pas d'oxygène, etc. Et que les fumées étaient très toxiques, mais surtout très explosives. Rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous ai dit. Eh bien ici, ce qu'on va voir, c'est aux États-Unis, en Floride. Là-bas, les maisons sont en bois, ossature en bois.
Ossature en bois, ça veut dire léger, comme construction. À l'intérieur de la maison, il y a un feu. Un feu qui s'est endormi. Et donc, s'il s'est endormi, il n'y a plus de flammes, mais les fumées sont présentes et sont très explosives, et surtout sont très en pression. Elles sont tellement en pression que vous allez voir, elles vont même faire exploser la maison. Le pan de mur va tomber et tout va prendre feu. Je vous laisse voir. Vous pouvez mettre la vidéo. Il y a une flèche quelque part en bas. Là, voilà. Ça vient pas. Attendez. Ah, non. Ça c'est après. Allez-y. Il doit y avoir une petite flèche sur votre gauche là-bas. Voilà, stoppez, laissez comme ça, c'est bon, voilà. Voilà la maison en bois. On voit bien qu'il y a la fumée partout et à un moment donné, voilà, bouf, ça explose. Et là, ça a explosé simplement parce que c'est une ossature en bois, c'est moins solide que d'abrique bien sûr, que les gaz sont sous pression à l'intérieur et à un moment donné, la maison, bouf, elle s'est ouverte. Et quand elle s'est ouverte, qu'est-ce qui s'est passé? L'oxygène est arrivé et tout a pris feu, c'est pour ça qu'on a vu les flammes directement après. Donc vous voyez quand même la force que ça a, cette pression des flammes dans une chambre. Alors, deuxième phénomène, backdraft, vous voyez ce que c'est. On a une chambre fermée, l'incendie s'endort et on vient apporter l'oxygène. Ici, c'est l'inverse. On est dans un local ouvert. Imaginons la chambre de Monsieur Jules tout à l'heure, mais cette fois-ci, la porte elle est ouverte, ou une fenêtre est ouverte. Ça veut dire que l'incendie est perpétuellement alimenté par de l'oxygène, ce qui lui manquait tout à l'heure. Ici, c'est perpétuellement de l'oxygène qui arrive. Mais seulement, il va quand même dégager énormément de fumée. Les températures vont quand même augmenter énormément. Et à un moment donné, vous allez voir, dans les vidéos, ce qui est intéressant, c'est que la fumée devient son propre combustible. L'incendie crée son propre combustible. Vous allez voir, on est à nouveau dans un container de camion, c'est du métal, donc il n'y a rien qui brûle. Au fond, on met quelques palettes et on met feu à ces palettes. Ça fait énormément de fumée. C'est là que la vidéo commence. Et vous allez voir que dans les fumées, à un moment donné, les flammes vont arriver. Et toute la fumée va prendre feu. La fumée devient combustible de l'incendie. Vous pouvez mettre en route la vidéo. Toujours dans le coin. Voilà, parfait. Merci. Donc voilà, l'incendie se trouve là-bas au fond du conteneur. Vous voyez le plafond de fumée est déjà très très bas. Nous on est ici, on est à genoux. Ça chauffe énormément. Pour l'instant, les flammes se situent là-bas. Et regardez à droite. Regardez les flammes qui commencent à arriver dans les fumées. Ça commence seulement. Voilà, et là, voilà, regardez. Ce n'est que du métal là au-dessus, hein. Un plafond de métal, il ne prend pas feu. Ce sont les fumées qui prennent feu. Regardez les belles flammes. Ça s'appelle le flashover, ça. Là aussi, on part à des températures de 700-800 degrés. Dans la deuxième vidéo qu'on va voir juste après, un incendie réel, un garage. C'est la porte sectionnelle du garage qui prend feu. Tout le tour, c'est du béton. Le béton ne prend pas feu. Énormément de fumée. Pour l'instant, les flammes se trouvent au fond. Et vous allez voir que les fumées vont commencer à prendre feu, ou les flammes vont prendre leur emplacement petit à petit. Regardez, ça va commencer. Pour l'instant, les flammes sont toujours au fond. Et voilà maintenant, regardez les flammes qui arrivent. Voilà, les flammes arrivent ici devant. Il n'y a rien, il n'y a que du béton, ça ne sait pas prendre feu. Imaginez dans votre couloir, si la porte coupe-feu était restée ouverte, voilà ce qui se passe. Les fumées vont d'abord prendre tout l'espace de votre couloir, et puis les flammes vont suivre. Et l'incendie va se propager dans tout votre établissement. Regardez les belles flammes. Ouais, bien sûr, c'est la fumée. Voilà, les belles flammes. Dans la vidéo juste après, encore un feu réel d'appartement. C'était à Roubaix, donc frontière française. Regardez, ça a débuté dans l'escalier de secours, en béton et à l'extérieur. Et regardez à la vitesse à laquelle ça monte. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme combustible à part le parement de chaque étage? Il n'y a rien. Et donc bien, là, on voit bien que c'est la fumée qui devient son propre combustible. Regardez ici, d'un étage à l'autre, au-dessus, il y a de la fumée. Ouais, ça va très vite, hein, parce que celui qui a fumé ça, il voulait tout montrer. Mais regardez là-bas, tout à fait au dernier étage, on n'a que de la fumée qui devient directement, hop, des flammes. Les flammes arrivent là-bas tout à fait en haut. Regardez, hop, c'est parti. Les flammes sont là. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. En 6 minutes, 7 minutes,
tout était en feu. Et pourtant, ce n'est que du béton. Donc, imaginez ce même phénomène dans votre maison de repos, dans votre hôpital, dans votre institution. Dans le couloir, la porte est ouverte. On n'a pas fermé la porte. Ou on a oublié un sac poubelle juste devant la porte coup-feu automatique. Et la porte coup-feu automatique ne sert à rien. Ça reste ouvert. Voilà la propagation. À quelle vitesse ça va? Ça va très vite. Alors, propagation de l'incendie. On reprend notre exemple de tout à l'heure. Le bureau du directeur qui était complètement en feu. Mais cette fois-ci, il est parti. Il n'a pas été formé, ou il n'est pas venu aujourd'hui. Bref, il a laissé sa porte ouverte. Eh bien, ça a donné l'occasion à ce que toutes les fumées partent dans le couloir et les flammes suivent. Et vous voyez que les fumées et les flammes prennent le chemin là où c'est possible. Toutes les portes vertes sont des portes qui sont fermées. Dans ces locaux-là, il n'y a aucun souci. Ça prend le chemin des escaliers de secours. Tout à fait au deuxième étage, vous avez une porte de bureau qui était restée ouverte, eh bien ça va rentrer. Et voilà pourquoi on peut avoir un incendie. Vous avez tous vu le film La Tour Infernale, où vous avez un incendie au 35e étage, peu importe. Et puis quelques minutes après, on a l'incendie qui se trouve 10 étages plus haut. Entre deux, il n'y a rien, mais 10 étages plus haut, oui. Eh bien oui, parce que certainement une porte d'un escalier était restée ouverte et que l'incendie a pris le passage. Les fumées, ça passe partout. Et si les fumées passent partout, eh bien, vous avez les flammes qui suivent et l'incendie qui suit aussi. Ok? Alors, je vais vous montrer quelques photos de nos actions post-incendie. Les actions post-incendie, c'est ce qui doit aussi se retrouver dans le dossier plan d'urgence interne. Dans ce plan d'urgence interne, vous essayez de penser à tout. Eh bien, pensez aussi à ce qui pourrait se passer si vous avez un incendie. Vous avez un incendie dans une chambre, le résident le soir, il peut reprendre sa place. Il faut savoir l'héberger. Où vous allez l'héberger? Si vous n'avez pas prévu à l'avance, vous allez commencer à téléphoner à toutes les maisons de repos, les collègues en disant tiens, j'ai un résident à reloger ou à l'hôpital peut-être, mais si vous avez 10 résidents à reloger, c'est moins facile. Ça doit être prévu déjà dans votre plan d'urgence interne. Pardon. Alors voilà, une maison de repos à Bouzeval, il y a 5 ans de ça, oui. On voit peut-être mal, c'est le couloir après l'incendie. Tout est noir en haut. En dessous, c'est blanc. Ça veut dire que les fumées sont descendues jusqu'à un certain niveau. On le voit peut-être mieux ici, regardez. En dessous, c'est blanc, au-dessus, c'est noir. Ils l'ont pas mis en peinture pour moi prendre les photos, hein. C'est réel. Par contre, regardez dans la chambre au fond, là. Tout est blanc. La porte était fermée. Le résident qui était à l'intérieur a été sauvé. À l'intérieur, tout est blanc. Et pourtant, très vieille maison de repos, et ce n'était pas encore des portes coupe-feu. Donc, même des portes toute simple, fait déjà effet de porte coupe-feu. Bien sûr, pas pendant une demi-heure, mais au moins pendant le temps nécessaire de pouvoir faire l'extinction de l'incendie. Voilà l'intérieur de la chambre, elle est nickel. Par contre, la chambre du résident, donc le monsieur avait fumé dans sa chambre, il est décédé par les flammes, et sa voisine, voilà sa chambre, elle avait laissé sa porte ouverte. Les dégâts, rien que des fumées, elle est décédée par les fumées. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur et voilà pourquoi ces normes ont été mises en route et que maintenant on veut que l'employeur soit un petit peu plus ciblé et qu'il soit plus responsable et se sent responsable de ce qu'il faut faire. Alors, c'est bien d'avoir fait tous les dossiers comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je marque parce qu'un incendie est toujours imprévisible. Privilégions la prévention. Quel est le rôle? Quel est votre rôle? Quel est le rôle de l'employeur au quotidien? C'est bien d'avoir fait tout ce qu'on a fait avant les formations, etc., etc. Mais si je ne fais pas, moi, mes exercices d'évacuation une fois par mois, c'est pas dans un an que mes employés auront retenu ce qu'il faut faire. C'est au quotidien. Alors au quotidien, c'est quoi? Regardez. Et je suis certain que ça se passe chez vous. Une sortie de secours, enfin c'est une sortie normale, mais qui pourrait être utilisée. Donc les résidents se trouvent ici dans le restaurant, ils pourraient être utilisés en cas d'incendie. Eh bien regardez, le personnel a été mettre derrière un chariot de linge. Je suis certain que la personne qui a été mettre son chariot n'a pas été volontairement le mettre en disant ah, s'il y a un incendie. Non, elle l'a mis parce qu'elle le met tous les jours et parce qu'on lui a jamais expliqué pourquoi elle ne pouvait pas le mettre. Ici, même chose. On a notre cuisine, un lieu très dangereux au niveau de l'incendie qui se trouve derrière les volets
automatique, qui coûte une fortune, c'est du sur-mesure en plus, ça coûte très cher, vous savez ce que ça coûte. Eh bien, on vient mettre un chariot pour desservir juste en face. Quand je déclenche l'alarme, regardez ce qui se passe, la porte ne se ferme pas et laisse le passage à l'incendie pour pouvoir s'évacuer dans le restaurant. C'est des choses de tous les jours, ça. Vous avez payé une fortune pour avoir une sécurité incendie, vous dites, moi, j'ai mon autorisation de pompier pendant 6 ans, je suis tranquille, j'ai tout ce qu'il faut. Ah oui, mais ça, on n'y a pas pensé. Et c'est ça, à tous les jours. Regardez, ça je suis certain que ça arrive. Eh bien oui, la femme de ménage n'avait pas d'autre possibilité que mettre ses balais derrière une porte coupe-feu. Et quand j'ai fait déclencher, ben voilà ce qui se passe, c'est que tout tombe. Imaginez qu'on doit, nous pompiers, prendre ces escaliers de secours pour pouvoir aller évacuer certaines personnes. Eh bien on se retrouve bloqué. Dans le noir, on ne voit rien. Dans la fumée, c'est comme si on était dans le noir. Donc déjà qu'on ne connaît pas, nous, le bâtiment, quand on rentre et qu'on se trouve face à ça, là, on rogne. Ça nous fait perdre énormément de temps. Autre exemple, on le voit très mal sur la photo, mais c'est une brique. Eh bien oui, le personnel dans cette maison de repos-là devait aller fumer juste dehors. Mais si la porte se refermait, il devait faire tout le tour et passer devant le bureau de la direction pour revenir travailler. Donc on mettait une brique en se disant, là on ne nous voit pas. Imaginez en cas d'incendie, eh bien l'appel d'air se fait automatiquement. Ça va vous retomber dessus. Hein. Imaginez que vous avez un incendie et que vous avez des victimes. On va vous dire, mais votre personnel était formé pour ne pas mettre de briques là. À vous expliquer. Hein. Autre chose ici aussi, pour que le sol sèche plus vite quand on nettoie, parce que c'était un genre de balatum, là, on met la poubelle pour faire un courant d'air. Qui dit courant d'air, dit passage d'incendie très facilement dans les escaliers de secours. Hein. Un escalier de secours, c'est une vraie cheminée pour un incendie. Hein. Ça part à une vitesse incroyable. Un extincteur qui gênait dans le couloir parce que les résidents, on était dans un cantou, les résidents allaient toujours chipoter à ça. Ah ben on l'a mis là. On l'a mis là. Et on l'a mis dans le fond, parce que ça gêne. Derrière les chariots de soins. Il y avait 5 chariots de soins là. Pour trouver l'extincteur, bon courage. Vous avez vu tout à l'heure la vitesse à laquelle ça va. On a besoin de ces ustensiles très rapidement. Hein. Ça doit rester là où ça doit être. C'est sympa, hein. Quand on arrive en intervention, on a à manger. Alors ça me fait toujours rire parce que je montre ça lors de mes formations personnelles. Et puis quand on fait nos exercices pratiques, je dis voilà, on a un dévidoir, allez, on le prend tout de suite et on le déroule. Et ils ont déjà du mal à le dérouler quand il n'y a rien dedans. Et puis vous vous souvenez là des vidéos que je vous ai montrées avec la nourriture là? Ouais, j'ai imaginé qu'il y a encore des sacs de nourriture en face, c'est encore doublement plus costaud et plus dur. Donc bien sûr, à éviter, ça c'est au quotidien. Il faut que le directeur il se souvienne que la veille il avait vu ça, on va le revoir le lendemain s'ils l'ont encore mis quoi. Et aller chercher la personne en disant mais foutez de ma gueule, là, regardez ce que vous faites là, c'est pas possible ça. Les chariots, en plein milieu des couloirs, à gauche, à droite. Moi j'ai à mon personnel quand je fais les formations, j'ai imaginé nous pompiers, on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, il fait noir, dans la fumée, on est à 4 pattes, et on avance et on se reçoit ça dans la figure. C'est pas gai. Pour nous, c'est pas gai. Et alors que j'ai au personnel aussi, vous êtes des soignants. Vous cherchez le confort de vos résidents. Imaginez le petit monsieur qui se trouve là-bas au fond de couloir, c'est déjà pas facile pour lui de faire toute la route avec sa chaise roulante, mais en plus il doit commencer à tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite. Soyez un petit peu vigilants par rapport à vos résidents. Ça n'a rien à voir avec la prévention incendie, mais moi au moins pendant ce temps-là, je me dis, s'ils mettent tous du même côté, je suis très avantagé. Encore un autre exemple, si ça, je sais pas, ouais, c'est coupé. En fait, voilà, merci. C'est fini? Je vais arrêter? Non, c'est pas fini. Ah, c'est 3 heures, mais j'en termine. Hein. Donc là, c'est un local aussi, même chose, la personne a nettoyé son local, très bien, et elle a mis la chaise pour que ça sèche plus vite. Mais encore une fois, c'est une porte coupe-feu qui ne sert à rien du tout. Au prix où se trouvent les portes coupe-feu, hop. La cuisine, la porte reste ouverte, on voit pas bien, mais c'est une cuillère, et ça marche très bien les cuillères, hein. Les fourchettes aussi. Pourquoi c'est les portes? Voilà, on est juste face à un gros souci de ce côté-là. L'extincteur qui se trouve en dessous d'une table, très sympa aussi. Et enfin, ça c'est chez moi. Imaginez un incendie, on arrive avec 3-4 camions, où on va les mettre nous? Où on va mettre nos tuyaux?
eh bien ça, ces gens-là doivent partir. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les chemins d'acheminement des secours, s'il faut mettre des panneaux interdiction de stationner, il faut le faire. Et non seulement il faut le faire, mais après il faut veiller à ce que ça soit respecté. Quitte à mettre des papiers sur le pare-brise s'il faut, mais voilà. Alors, je termine par les consignes. La mission du directeur auprès de son personnel au quotidien, c'est quoi? C'est ne jamais banaliser une alerte. Même si notre centrale d'alarme déconne et qu'on a 5-6 appels sur la journée, eh bien peut-être que la 7e, ce sera une vraie alerte. Ne pas bloquer ni encombrer les portes résistantes au feu. L'accessibilité des moyens de lutte contre l'incendie, on ne veut plus voir d'extincteurs en dessous d'une table ou qui soient déplacés. Hop, voilà. L'intégration des sorties de secours, l'acheminement par le personnel, c'est important aussi. Et enfin, participation aux différentes formations et exercices par le personnel. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez quelques questions? J'ai commencé 10 minutes en retard, mais ce n'est pas de ma faute. Hein. Je vous écoute. Monsieur. Non. Non, c'est laissé à l'employeur. Par contre, on peut se faire aider par le service d'incendie. Ils ont des canevas, et puis il y a des sociétés qui le font aussi. Hein. Vous m'entendez, ouais. Il y a certaines sociétés qui le font aussi. C'est vrai que nous, en tant qu'employeur, si vous n'êtes pas formé à ça, ça va être un peu difficile. Mais oui, vous pouvez demander au service d'incendie. Demandez à un officier préventionniste et il peut vous aider. Et il peut vous donner un plan d'urgence qui est déjà fait et que vous travaillez dessus. Hein. D'autres questions? Non. Merci.